Bonjour tout le monde et bienvenue à ce Facebook Live. Avec vous, Anna Laksassi, présidente et fondatrice de l'Agence dentaire de l'Outaouais. On continue cette série d'entrevues en direct avec des invités de qualité et de renom, comme je vous ai toujours habitué depuis le début de ces rencontres. Ils partagent avec nous et avec vous leur expérience, leurs connaissances et leur expertise pour vous outiller dans cette période de pandémie. Cette nouvelle activité de l'Agence dentaire de l'Outaouais rejoint et adhère sa mission. C'est assurer un service complet et de qualité à ma communauté dentaire, que ce soit dans le service de placement ou dans l'organisation de formation continue pour les dentistes et son équipe. Sans oublier l'organisation du Congrès dentaire de l'Outaouais, le plus grand événement dentaire dans la région ici. Ce rassemblement réunit annuellement un peu plus de 450 personnes du Québec et de l'Ontario. C'est pourquoi mon équipe et moi continuons à travailler avec passion pour l'organisation de la 6e édition du Congrès dentaire de l'Outaouais qui se tiendra les 20-21 novembre prochains au Palais des Congrès de Gatineau. Nous souhaitons d'ici le mois de novembre que la crise de la COVID-19 sera derrière nous pour nous rassembler à nouveau au Palais des Congrès de Gatineau. Vous allez sûrement avoir plus d'informations et de détails par courriel d'ici l'automne prochain et restez à l'affût de notre page Facebook. Alors maintenant, notre invité de ce soir est un microbiologiste et professeur titulaire à la Faculté de médecine dentaire et à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Certains d'entre vous le nomment Horacio Arruda du domaine dentaire. Il a plus de 90 publications et brevets à son actif et a donné une centaine de conférences sur le contrôle de l'infection. Bonsoir, Dr Barbeau. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, j'aimerais juste vous dire, on est déjà 317 personnes en direct. Bon. Oui, c'est vraiment bon. J'aimerais seulement leur demander de partager, de aimer et partager notre rencontre pour que la plupart de leurs amis et leurs collègues puissent profiter de cette belle entrevue avec vous, Dr Barbeau. Alors, nous savons que durant cette pandémie, vous avez toujours été au service de votre communauté, Dr Barbeau, et c'est un honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. J'aimerais annoncer aux auditeurs que Dr Jean Barbeau sera présent avec nous en tant que conférencier au Congrès dentaire de l'Outaouais le mois de novembre prochain pour nous partager les dernières évolutions de la pandémie. Avant de commencer les questions, j'aimerais mentionner que vous pouvez aimer toujours et partager ce live-là avec vos amis et vos collègues. On veut vraiment faire profiter le maximum de personnes. Alors, vous pouvez aussi commenter dans la barre commentaires pour que le docteur puisse répondre à toutes vos questions. Docteur Barbeau, depuis que la COVID est rentrée dans notre vie, on est submergé d'informations. La nécessité d'en savoir plus sur cette nouvelle menace a également fait de nous des victimes de l'infobésité. C'est difficile de trouver le bon contenu parmi tant de fausses nouvelles. Alors ce soir, on va démystifier et clarifier les vérités entourant la COVID-19. Vous êtes d'accord avec moi? On va essayer fort. C'est ça. Alors, j'aimerais vous entendre concernant un mythe qui a circulé longtemps dans les médias. C'est le mythe pour dire que la COVID-19 a été créée en laboratoire chinois par des humains. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est un mythe qui a quand même débuté assez tôt. Je dirais que c'était déjà en circulation au mois de mars. Ouais. Ça a ensuite un peu diminué. Les gens avaient d'autres chats à fouetter que de regarder d'où provenait le virus. Mais c'est réapparu dernièrement parce que la façon dont ça fonctionne, d'habitude, c'est lorsqu'il y a une anxiété qui est élevée, on laisse tomber quelques mythes. Lorsque l'anxiété commence à diminuer, alors les gens ravivent des complots, des mythes, et des complots, il y en a beaucoup actuellement, parce que c'est une bonne indication que les choses vont bien, je dirais. Bon, alors pour répondre à ce mythe-là, écoutez, avant d'être un mythe, évidemment, la question a été sérieusement envisagée, donc ce n'était pas complètement farfelu.
faut bien comprendre que dans la région de Wuhan, il y a un laboratoire là, à Wuhan, qui est un laboratoire de virologie, de microbiologie. Et il y a une chercheuse là qui se spécialisait dans les coronavirus de chauves-souris. Alors, le laboratoire a plusieurs souches de virus en provenance des chauves-souris. Et lorsque le coronavirus, le COVID, est apparu, le directeur du laboratoire a demandé aux gens du laboratoire de s'assurer que ce n'était pas un virus qui s'était évadé du laboratoire en question. Alors, la chercheuse en question a eu des périodes d'insomnie parce qu'elle s'est dit, j'espère que ce n'est pas moi qui ai libéré le virus. Donc, il y a deux aspects. Est-ce que le virus a été créé? La réponse est non. Il y a plusieurs publications qui ont regardé ça, des chercheurs de renommée qui l'ont regardé, des laboratoires indépendants. Il n'y a aucune indication comme quoi le virus a été créé. Même le grand Luc Montagnier, le découvreur du sida, avait dit oui, il a été créé, mais en fait, Montagnier s'est un peu égaré, je dirais. Il n'y a pas d'indication comme quoi le virus a été créé. Est-ce qu'il se serait évadé du laboratoire? Il semblerait que non, non plus. Donc, les nouvelles que l'on a présentement, les renseignements que l'on a, c'est un virus qui est désespérément, parfaitement naturel et qui provient fort probablement des chauves-souris, mais à l'état naturel. Excellent. Donc, c'est vraiment clair, on le sait maintenant, ce n'est pas un produit de laboratoire, c'est vraiment un produit, c'est un produit de mère nature. Exactement. Alors, dans notre domaine d'activité dentaire, Dr Barbeau, nous le savons, nous pouvons créer des aérosols et des gouttelettes facilement. Quelle est la véritable différence entre ces deux modes de transmission et de contamination? Et laquelle est la plus virulente? Cette question-là est centrale, véritablement centrale, parce que c'est ce qui crée le plus d'anxiété, je dirais, c'est-à-dire de quelle façon le virus se propage. Il y a deux façons de propager un virus respiratoire de ce type-là. Il y a soit par les gouttelettes ou par les aérosols. Alors, je vais départager les deux pour que vous puissiez bien comprendre comment ça fonctionne. Les gouttelettes sont des petites particules liquides qui émanent lorsqu'une personne va tousser, la personne va éternuer, lorsque, par exemple, on utilise une pièce à main, lorsqu'on utilise le détartreur ultrasonique, les instruments rotatifs et dynamiques vont générer une espèce de petite brune de gouttelettes qu'on ne voit pas véritablement, mais qu'on peut voir quand même, parce qu'il y a une espèce de petite brune qui est générée, qui se dépose entre autres sur les lunettes et tout. Ça, c'est des gouttelettes. Les gouttelettes, normalement, vont se propager à une distance d'à peu près 1 mètre à 2 mètres. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un peu, puis là, je m'éloigne un peu pour vous montrer, comportement balistique. Alors, lorsque la personne, par exemple, va tousser, les gouttelettes vont être émises comme ça et vont ensuite descendre avec un peu comme une balle. Ils vont tomber sur les surfaces sur une distance qui est à peu près, donc, je vous dis 1 mètre, 2 mètres. Pourquoi est-ce qu'elles tombent? Parce qu'elles sont lourdes. Alors, c'est normal, elles vont effectivement tomber comme ça. La majorité et la très grande majorité des cas de transmission sont fort probablement attribués aux gouttelettes. C'est la raison pour laquelle le 2 mètres existe. Pourquoi le 2 mètres a été établi? Ce n'est pas complètement arbitraire, mais ça l'est peut-être un petit peu quand même. Même Dr Arruda l'avait dit. Il dit le 2 mètres au Québec est un petit peu arbitraire, mais on s'est donné une marge de sécurité. Donc, le 2 mètres, c'est qu'on se dit... Parce qu'évidemment, lorsque les gouttelettes sont émises, elles vont se diluer, c'est-à-dire elles vont commencer à prendre de l'expansion, puis la concentration va diminuer. Alors, après 2 mètres, il va probablement en rester encore, mais pas beaucoup. Alors, la majorité vont être tombées sur les surfaces, ensuite on va pouvoir désinfecter. Ça va relativement bien pour ça. Le deuxième mode qui crée l'anxiété, c'est le mode des aérosols. Là, je vous explique comment fonctionnent les aérosols. C'est un élément qui est très important de bien saisir. Lorsqu'une gouttelette s'évapore, ça forme ce qu'on appelle un noyau de gouttelette. Alors là, c'est autrement dit une particule qui est déshydratée et qui va flotter dans l'air. C'est très petit, c'est un peu moins de 5 microns. 5 microns, là, pour vous donner une idée, c'est la grosseur d'un globule rouge à peu près. Donc, 5 microns et moins, on va parler d'aérosols. Et les aérosols vont flotter dans l'air. Puis là, ce qu'ils vont faire, c'est au lieu de retomber comme des gouttelettes, les aérosols vont flotter dans l'air et vont se diluer dans la pièce.
C'est-à-dire qu'ils vont s'écarter les unes des autres, là, ça va devenir de plus en plus dilué. Et bien sûr, plus on dilue, moins il y a de virus. La COVID n'est pas reconnue comme étant une infection qui se transmet par les aérosols. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Je vais vous expliquer un petit peu plus loin pourquoi. Mais c'est rare, fort probablement rare. Et pourquoi c'est rare? Parce que les aérosols sont tellement petits qu'ils contiennent très peu de particules virales. Alors que, par exemple, une gouttelette qui est émise et qui va tomber rapidement, la gouttelette est tellement grosse qu'elle peut avoir des particules virales en plus forte concentration que dans le cas d'un aérosol qui, encore une fois, là, est tellement petit qu'il transporte très peu de particules virales. C'est tellement important de bien saisir ça qu'il faut bien saisir aussi le principe qu'il y a la notion de dose infectieuse du virus. C'est-à-dire, vous entrez en contact avec une particule virale, il n'y a rien qui va arriver. Deux particules virales, il n'y a rien qui va arriver non plus. Ça en prend probablement quelques centaines avant de pouvoir induire une infection. Donc, dans les gouttelettes, en théorie, il pourrait y en avoir suffisamment. C'est la raison pour laquelle la transmission par les gouttelettes est plus efficace. L'aérosol, il y en a tellement peu qu'avant de réussir à avoir suffisamment de virus pour induire une infection, ça prendrait une concentration d'aérosol très importante. Alors, par exemple, dans une clinique dentaire, vous faites fonctionner la turbine, tout se dilue très rapidement, puis éventuellement, le virus va partir un peu plus loin, s'il y en a du virus, évidemment. Et là, vous pouvez inspirer, puis vous pouvez peut-être inspirer une particule virale, il ne se passera strictement rien. Donc, c'est pour ça que c'est très important de bien saisir la distinction entre les deux. Oui, docteur Barbeau. Écoutez, j'ai une question de Mireille Drolet qu'elle dit « Pourquoi certaines provinces et d'autres pays interdisent les traitements avec production d'aérosols et qu'au Québec, on a le droit? C'est pourtant le même virus. » Qu'est-ce qu'on peut répondre à Mireille Drolet? En fait, on peut lui répondre que c'est pas une interdiction. Effectivement, il peut y avoir des endroits où il y a une interdiction totale de faire des procédures avec génération d'aérosols pour une question de disponibilité des épis, pour une question de réglementation locale. Le Québec n'interdit pas les productions d'aérosols, mais par contre va réglementer, c'est-à-dire le document du MTOS n'interdit pas la génération des aérosols. Ce qu'il fait, c'est que si on en produit, il faut avoir les bons EPI, il faut avoir aussi des salles fermées, il faut entourer ces procédures-là par une série de procédures qui visent à minimiser l'exposition au virus. Donc, mais il y a quand même eu un temps où c'était interdit. Je veux dire, là, si on était en urgence sanitaire, les procédures dentaires, il n'y en avait essentiellement pas. On disait, c'est uniquement les traitements d'urgence. Aucune procédure avec génération d'aérosols, à moins que ces procédures-là soient délocalisées dans des centres COVID, comme par exemple les milieux hospitaliers. Là, maintenant, l'épidémiologie étant améliorée, ce qui arrive, c'est qu'on peut dire, maintenant, compte tenu de cette épidémiologie qui est de plus en plus favorable, on peut ramener des procédures générant des aérosols dans les cliniques, mais on va quand même bien encadrer le tout. Et si les EPI sont présents, même une clinique dentaire pourrait, en théorie, dire, écoutez, moi, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai une chambre à pression négative, par exemple, ce qui n'est pas vraiment nécessaire, mais vous pourriez, en théorie, traiter des patients COVID. Mais encore une fois, avec la phase où on est, ces procédures-là avec patients COVID positifs sont quand même délocalisées dans les endroits qui sont désignés pour ça. Docteur, on est plus de 500 personnes en direct. Je vais juste demander à nos auditeurs de partager avec vos collègues, avec vos amis Facebook pour faire profiter tout le monde de cette belle rencontre. On n'a pas beaucoup comme ça. Alors, docteur Barbeau, on va rentrer un petit peu plus spécifique dans les cliniques dentaires. J'ai une question de Chantal Moncoin qui dit elle travaille en cabinet dentaire, en orthodontie en fait, puis elle utilise le Profijet sans eau et du micro-etch. Puis là, elle dit, est-ce que le Profijet sans eau et le micro-etch étaient productrices d'aérosols, vu d'utiliser sans eau? En fait, c'est un sujet de désaccord entre ses collègues. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre? On va lui répondre que je peux comprendre pardon, le désaccord.
Mais dès le moment où vous utilisez le Profijet, qu'il soit avec eau ou sans eau, d'après le document du M3S, d'après nos discussions, on considère quand même que ça va générer des aérosols. Donc, on est encore dans cette période un peu, je vous dirais un peu, je vais utiliser pas le jeu de mots, mais un peu volatile, où là, on est en déconfinement. Il ne faut pas se retrouver avec encore une augmentation du nombre de cas. Donc, on est beaucoup plus resserré au niveau de ce qui est permis. Puis encore une fois, ça peut être permis, mais si vous le faites, ça va prendre des N95 ou des KN95, ça va prendre des blouses jetables, ça va prendre une salle fermée. Dès le moment où vous générez des aérosols, ce qui peut être autorisé, mais dès le moment où on génère des aérosols, le problème, c'est que là, vous tombez dans l'arbre décisionnel du document du M3S, vous tombez dans un niveau de complexité beaucoup plus importante. C'est pour ça qu'on tente toujours de dire, essayez autant que possible de minimiser les procédures génératrices d'aérosols. Parce que si vous êtes capable de réduire ça ou de ne pas en faire, ou par exemple utiliser une digue lorsque ça peut être possible, ce qui est un des exemples, vous tombez dans la catégorie des aérosols à faible risque. Et là, vous n'avez pas besoin d'un N95. Vous n'avez pas besoin d'un K95 non plus. Vous n'avez pas besoin d'une salle fermée. Vous n'avez probablement pas besoin de blouse non plus. Mais si vous commencez à générer des aérosols suivant ce qui est mentionné dans le document du M3S, vous tombez dans la catégorie à ce moment-là des procédures avec aérosols à risque. J'enchaîne avec une question toujours au même sujet. J'ai Annick Lacroix qui dit, dans sa clinique, il n'y a aucun système central ni d'échangeur d'air. Est-ce que c'est suffisant d'ajouter des appareils portatifs pour filtrer l'air si aucun échange avec l'air extérieur est présent, docteur? Ça, c'est une excellente question. Je vous explique un peu comment ça fonctionne. Je vous donne l'exemple d'un CHSLD à Montréal où il y avait eu, peut-être vous avez vu passer ça dans les nouvelles, où à peu près tous les résidents étaient positifs. Et on s'est retrouvé avec les personnels aussi soignants, les préposés aux bénéficiaires qui sont retrouvés aussi à peu près tous positifs, tous et toutes positifs. Le CHSLD en question n'avait aucun système de ventilation. Zéro. Là. Zéro, il restait plus. Il n'y avait rien. Là. Il avait été arrêté. Ce n'est pas qu'il était non fonctionnel, il avait été arrêté. Qu'est-ce qui arrive dans ces situations-là? Je vous explique. On est dans un CHSLD, par exemple, où les gens sont malades. Ils sont COVID+. Ils toussent. Ils éternuent. Ensuite, vous avez du personnel. Tout le monde bouge. Tout le monde s'active, ce qui est parfaitement normal. Et là, les aérosols, il y a des gouttelettes, exactement, les gouttelettes vont tomber. Puis là, les aérosols sont produits, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Ils vont se diluer, ils vont passer dans la pièce. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que s'ils ne sont pas évacués, ils vont s'accumuler. Là. Les aérosols peuvent rester des heures et des heures en suspension dans l'air. Alors, on se retrouve avec une situation très particulière dans ce cas-là où une absence de ventilation augmente la concentration des aérosols potentiellement infectieux dans l'air. Si vous êtes en clinique privée, clinique dentaire, là, supposons qu'il n'y a pas de ventilation, ce qui n'est pas une bonne chose, mais vous ne tombez pas automatiquement dans le même cas que le CHSLD parce que vous n'êtes pas dans une clinique dentaire, dans une situation où vous allez traiter des patients COVID. Ils ne seront pas symptomatiques. Même si vous en avez qui passent entre les mailles du filet du triage, ça se peut que vous en traitiez des patients en COVID+. Les aérosols vont être générés, mais là, il y aura tellement peu de patients que ça ne représentera pas un problème majeur. Sauf que il faut favoriser le plus possible une ventilation. Alors, vous avez deux façons de procéder. Soit vous avez un système central d'échangeur d'air, où là, on demande, suivant les normes de 2009, qu'on ait 6 changements d'air à l'heure, avec 2 changements d'air neufs. Ça, c'est une norme qui est en 2009. C'est possible que vous n'ayez pas ça. C'est possible que ce soit inférieur à ces changements d'air aussi. À ce moment-là, on va compenser. Comment est-ce qu'on peut compenser par l'absence de ce système-là central? On va utiliser des filtres EPA. Les filtres EPA vont être capables de prendre l'air et de filtrer les aérosols à travers un filtre. Le filtre EPA, c'est comme si, au lieu d'être un N95, vous aviez un N99. Blocage de 99 % des aérosols. Donc, votre filtre EPA que vous achetez est un filtre portatif.
va faire en sorte qu'il va prendre l'air avec les aérosols. D'habitude, on va faire quoi? On va s'arranger pour placer le filtre HEPA le plus près possible de la source d'émission des aérosols. Alors, vous allez le placer, par exemple, près de l'unité dentaire, et votre filtre HEPA va prendre les aérosols qui sont générés, les gouttelettes même, va ensuite les filtrer et va refaire la circulation de l'air. Alors, si vous avez des filtres HEPA, et là, vous allez ensuite sur le site, entre autres de l'ODQ qui a fourni des outils pour ça, vous êtes capable de calculer avec un filtre HEPA, savoir ça correspond à combien de changements d'air à l'heure. Évidemment que vous n'avez pas d'air neuf, là. Mais le filtre HEPA fait comme si c'était de l'air neuf parce qu'on enlève les particules. C'est pour ça que dans le guide du M3S, vous avez 99 d'efficacité. Ça, c'est important. Votre filtre HEPA doit vous assurer que vous allez réduire de 99 la concentration des aérosols dans votre pièce. Ce qu'un changement d'air à l'heure, ce que votre système central peut faire. Puis là, tout dépendant de l'efficacité de tout ça, bien, ça va nous dire, ça prend combien de temps avant d'avoir le 99 d'efficacité? Ça peut être 1 heure, ça peut être 15 minutes, ça peut être 10 minutes, ça peut être 30 minutes, ça dépend des systèmes que vous avez. Si vous avez plusieurs unités dentaires dans votre clinique, ça peut prendre plus qu'une unité de filtration HEPA. Mais ça, c'est tous des systèmes que vous devez calculer, là. Et comme je vous dis, la filtration HEPA fonctionne très bien et peut compenser pour l'absence de changement d'air ou un inconnu que vous avez là-dessus. Ouais. Écoutez, docteur, on est rendu à 623 personnes directes. Ça va vraiment bien. J'ai une question de Chantal Côté qu'elle dit, est-ce que mon assistante peut sortir de la salle aussitôt les aérosols terminés ou doit-elle attendre le 10 minutes de filtration de mon système de ventilation? Je ne suis pas sûr de bien saisir la question. Est-ce qu'elle doit, son assistante, attendre avant de sortir de la salle 10 minutes? Non. Attendre que les aérosols tombent. Supposons que c'est 10 minutes. Ça ne veut pas dire que vous devez attendre 10 minutes avant de sortir. Vous pouvez sortir avant. La question, c'est de savoir, c'est surtout de savoir à partir de quand vous allez faire la désinfection de la salle. Supposons qu'on prend 10 minutes. Vous avez soit la possibilité de désinfecter immédiatement après, soit de désinfecter après le 10 minutes. Bon, évidemment que si vous rentrez dans la salle après le 10 minutes, bien là, les EPI ne sont pas vraiment critiques à ce moment-là. Si vous restez dans la salle pendant 10 minutes, vous êtes en théorie encore dans une situation où les aérosols sont là, sont dans l'air. Mais là, les gouttelettes sont tombées. Là. Puis n'oubliez pas, là, vos aérosols sont déjà très, très dilués. Donc, ils vont passer à travers votre filtre. Donc, ça ne représente pas quelque chose de critique. Alors, vous n'avez pas besoin de rester dans la salle. Alors, une personne peut très bien dire, bien, la procédure est terminée, je vais sortir de la salle. Là, vous enlevez les EPI, vous lavez les mains, vous avez les gants, vous avez la visière, désinfectez tout ça, vous sortez de la salle. Puis vous décidez de revenir, par exemple, 10 minutes après. Pourquoi 10 minutes? Bien, parce que, par exemple, votre système vous dit de filtre HEPA ou votre système central vous dit bien, c'est 10 minutes pour avoir 99 d'efficacité. Lorsque vous revenez, il n'y en a presque plus d'aérosols. Ils sont tous passés. Il reste quoi, 1 de ce qu'il y avait au début? Il y avait quasiment il y avait déjà presque rien. Là. Puis si le patient n'était pas COVID, il n'y en a pas de virus. Il faut bien comprendre ceci, c'est que le 10 minutes, ce n'est pas le temps pour que les aérosols retombent sur les surfaces. Le 10 minutes, c'est le temps pour évacuer les aérosols en circulation dans l'air. Les aérosols peuvent retomber, mais en 10 minutes, ils n'auront probablement pas le temps de retomber. Ils vont être filtrés assez rapidement. Docteur, j'ai ici une question de José Laroche qui dit, est-ce que Foger, je pense que, en tout cas, c'est F-O-G-G-E-R avec H-O-C-L dans une pièce peut aider les particules virales en phase aérosol à tomber et aussi à les désinfecter? Mais là, le seul bout que j'ai saisi, c'est le HOCl, là, qui est donc l'hypochlorite de sodium, j'imagine. Oui. Puis le FOGG, j'imagine que c'est une espèce de bruine d'hypochlorite de sodium. C'est ce que j'en conclus. Je ne connais pas le système, et je pense que c'est peut-être ça. Je ne suis pas sûre. C'est l'équivalent, ou c'est peut-être l'équivalent d'une brune, par exemple, de peroxyde d'hydrogène. Alors, c'est en fait de vaporiser dans l'air une substance désinfectante.
Je ne vous dis pas que ça ne marche pas, là, mais je vous dis que ce n'est pas nécessaire de le faire. Là. Vous n'avez pas besoin de commencer à fumiger vos salles, si c'est ça, là, entendons-nous. Là. Vous n'avez pas besoin de commencer à fumiger vos salles avec des désinfectants. Rajoutez pas plus de choses que vous avez réellement besoin. Donc, laissez tomber les lampes UV pour désinfecter l'air, laissez tomber les lampes UV pour désinfecter les surfaces, laissez tomber tous les systèmes trop complexes. Plus vous introduisez de complexité dans la salle, plus vous devez comprendre que vous allez introduire quelque chose que vous allez devoir désinfecter éventuellement. Et plus vous devez désinfecter, plus vous complexifiez votre tâche. Ça, c'est ce qu'on va appeler le principe de parcimonie en contrôle des infections. Ouais. Plus la tâche est simple, plus ça se gère bien. Plus vous complexifiez le tout en introduisant plein de choses, plus vous commencez là, à devoir désinfecter plein de choses. Mais on a le guide de M3S nous fait des recommandations précises, docteur, par exemple, sur les équipements de protection individuelle à porter et le temps d'attente pour que les aérosols se dispersent selon l'efficacité du système de ventilation. Cela soulève beaucoup de questions. Donc, si on peut aborder la question des visières et blouses. J'ai Dr Annick Lévesque qui dit, lorsqu'il y a production d'aérosols, peut-on remplacer la visière par chapeau, lunettes fermées, N95 et un surmasque? S'il y a production d'aérosols, c'est ce que je comprends? S'il y a production d'aérosols. Là, on parle de génération d'aérosols à risque, donc aérosols soutenus. Est-ce qu'elle peut remplacer la visière par un chapeau, lunettes fermées, N95 et un surmasque? Peut-être qu'elle n'aime pas les visières. Oui, en fait, il n'y a personne qui aime les visières. Je le sais très bien, c'est vraiment pas pratique. Là. Surtout si vous devez travailler à proximité du patient, c'est vraiment quelque chose de désagréable. Et donc, je comprends que les gens veulent se débarrasser le plus vite possible de l'obligation de porter des visières. Oui, mais là, elle dit que c'est aérosol. Ben, c'est ça. Alors, vous êtes en situation de production d'aérosol. Le guide ne vous donne pas une grande flexibilité pour l'instant. Ça vous prend une visière. Je ne vous dis pas que ça ne changera pas. Il faut bien comprendre une chose. Le document du M3S que l'on a présentement est un document qui est intérimaire. Intérimaire veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un document qui est vivant. Vivant veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va évoluer. Évoluer en fonction de quoi? En fonction des données épidémiologiques, données de la science. On est encore avec la situation suffisamment volatile pour dire on veut se conformer à ce que le document du M3S nous dit au niveau des pays présentement. Donc, c'est incontournable. On ne peut pas aller en bas, mais on peut aller en haut. Autrement dit, quelqu'un qui dit ben moi, je veux absolument porter un N95, même si je ne produis pas d'aérosol, ben, il n'y a rien qui lui interdit de porter un N95. Mais si on dit ça vous prend un N95 ou un KN95, qui sont deux équivalents, vous ne pouvez pas dire ben moi, je vais prendre, par exemple, un masque de niveau 3. Vous ne pouvez pas aller en dessous. Donc, vous prenez le guide, vous prenez l'arbre décisionnel, puis là, vous dites c'est ce que ça prend. Je peux aller au-dessus, mais je ne veux pas aller en dessous. Et pour l'instant, les visières sont encore de mise pour les aérosols. Il est possible, parce que les experts du N3S et un peu de tout le monde, moi je suis sur le document aussi, donc je suis expert là-dessus, on est en train de discuter, de regarder, OK, qu'est-ce qu'on va pouvoir alléger éventuellement? Et il n'est pas impossible éventuellement qu'on se dise, bien, les lunettes vont être suffisantes aussi. Je ne peux pas rien vous dire tout de suite, parce qu'on est encore dans une phase où on doit se conformer à ce que le N3S nous indique. J'ai ici plusieurs questions par rapport à la salle d'hygiène. J'ai Dr Mireille Faisal, j'ai Nathalie Touchette et j'ai Véro ici là, qui nous pose quasiment la même question. Est-ce que le port de la blouse est nécessaire lors d'un examen de rappel en hygiène dans une salle d'hygiène où le calitron a été utilisé, docteur? Puis là, je vais juste rajouter, ils disent, est-ce que les lunettes de protection sont suffisantes lors de la déo sans digue? Puis ils veulent savoir, est-ce que le port de la visière est obligatoire? À ça, on a répondu à ça pour la visière. Donc, c'est plus le port de la blouse. Est-ce qu'elle est nécessaire lors d'un examen de rappel en salle d'hygiène? Si vous faites un examen de rappel, c'est la question de savoir, est-ce qu'au moment où vous allez être dans la salle, est-ce que vous allez générer des aérosols? Pas savoir, est-ce qu'il y a eu des aérosols de produits? Il y en a peut-être eu des aérosols, mais en théorie, si vous avez le temps d'attente et vous le respectez,
supposons que vous faites un examen ou quoi que ce soit, il n'y a pas de génération d'aérosols ou des aérosols qu'on appelle à faible risque, par exemple l'utilisation de la digue. La blouse est facultative. Vous n'avez pas besoin de faire. Puis encore une fois, principe de parcimonie. Si vous n'avez pas besoin de la blouse, ne portez pas de blouse. Parce que si vous portez une blouse, c'est soit jetable, soit lavable. Si c'est lavable, là, vous devez le mettre en... Et puis, ça doit être changeant de chaque patient s'il y a des aérosols aussi. Je vous dis, c'est une situation qui devient très complexe. Donc, si vous n'avez pas besoin de le faire, ne le faites pas. Encore une fois, si vous rentrez dans une salle et qu'il y a eu des aérosols de produits avant, et lorsque vous entrez, le temps d'attente a été respecté, il y a eu une désinfection, préparation de la salle de façon classique et normale, vous n'avez pas besoin de blouse, là. Mais si, durant cet examen-là, où il y a quelque chose qui va arriver, vous dites, ah, ben là, je dois produire des aérosols de façon soutenue, là, vous devez un peu anticiper ce qui va être nécessaire lorsque vous allez donc procéder à ce que vous avez à faire dans la salle. J'ai un mythe à faire valider avec vous, docteur. Est-ce qu'il faut être exposé à une personne affectée 10 minutes pour contracter le virus? Il n'y a pas de temps précis. Là, je ris parce que le 10 minutes, c'est la première fois que je l'entends, là. Oui, c'est ça ce que j'ai. Ça va dépendre de plein de choses. Évidemment que si vous et moi, on se parle, par exemple, à une distance d'à peu près un pied, puis là, vous me toussez au visage, ça dure, je ne sais pas, mettons, 10 secondes. Puis là, vous évacuez une quantité de virus impressionnante. Ça ne prendra pas 10 minutes. Par contre, si, par exemple, on est dans des corridors, par exemple, l'université, on a un gros problème à l'université, c'est d'assurer une certaine distanciation. Je croise quelqu'un dans le corridor à une distance de 1 pied. Okay, mais je la croise. La personne ne tousse pas, la personne ne fait rien, je fais seulement la croiser, il n'y aura pas de transmission. Il faudrait être véritablement bien malchanceux pour qu'il y ait transmission. Lorsque on n'est pas capable d'assurer la distanciation et qu'on prévoit être en contact avec la personne pendant un temps soutenu. Soutenu, ça veut être quoi? Ça peut être 10 minutes. Ça peut être 5 minutes, tout dépendant de la distance à laquelle on se retrouve, tout dépendant de la ventilation de la salle, tout dépendant si la personne est symptomatique ou non, si elle tousse, si elle éternue ou quoi que ce soit. Là, ce qu'on dit, c'est si la distanciation ne peut pas être assurée, comme par exemple à l'université, on dit, bien, vous allez mettre un couvre-visage ou un masque qui assure une très bonne protection sans être une protection qui est à toute épreuve. Il faut bien comprendre qu'un couvre-visage artisanal, c'est bon, dans la mesure où c'est bien manipulé. Les gens manipulent ça tout croche, je vous dirais, dans la communauté, mais en tout cas, il assure quand même une protection relativement bonne, mais ce n'est pas une question de temps de 10 minutes, 15 minutes, ça va dépendre d'un paquet de facteurs. Gardez aussi en tête que lorsque vous êtes à l'extérieur, vous allez vous promener, par exemple ici à Montréal, au Parc Maisonneuve, là, il y a pas qu'un de monde. Là. Vous n'avez pas besoin de porter un couvre-visage. Là. Vous êtes à l'extérieur. Les aérosols, là, ça part. Il n'y en a plus. Là. Il n'y aura pas de problème avec ça. Mais si vous êtes dans un endroit clos ou si vous êtes même à l'extérieur à travers un groupe dans une manifestation où là, tout le monde est proche, tout le monde est serré les uns sur les autres, là, effectivement, on augmente les risques à ce moment-là de transmission. D'accord. Là, on va se rendre aux produits désinfectants. Cette semaine, Santé Canada a émis un rappel sur certains produits désinfectants pour les mains. Ils sont retirés du marché parce qu'ils contiennent du éthanol de quantité industrielle. Comment s'y retrouver, docteur? En fait, ce n'est pas de quantité, mais c'est de qualité industrielle. Le problème avec l'éthanol qui est dans certains gels, c'est que le gel, l'éthanol de qualité industrielle, c'est qu'il peut y avoir des impuretés dedans. Comme, par exemple, pour enlever l'eau de l'éthanol, on va par exemple utiliser de l'éther ou d'autres produits chimiques qui peuvent rester sous forme de traces dans certains produits alcoolisés. Et ça, pour l'utilisation chez l'humain, ce n'est pas acceptable. Donc, Santé Canada a retiré effectivement les produits. Ça pouvait bien désinfecter, donc ça fonctionnait bien. Le problème, c'est qu'avec les impuretés, avec les produits qui pouvaient se retrouver dans les gels, ça pouvait représenter un risque d'irritation qui n'était pas acceptable.
Comment s'y retrouver? Écoutez, c'est difficile à dire, là. Parce qu'encore une fois, il faut, ça c'est comme les masques, et comme les KN95. Qu'est-ce qui nous dit que c'est conforme? Pas simple de s'y retrouver. Encore une fois, il faut regarder si vous faites affaire avec une compagnie qui est une compagnie reconnue, comme Purell, par exemple. Ben, eux, ils fonctionnent d'habitude avec les produits qui ont été bien homologués par Santé Canada au début, donc ils ne devraient pas normalement se retrouver avec de l'alcool qui est non conforme. Ouais. Bien, évidemment que si vous tombez avec une marque complètement inconnue ou quelqu'un arrive à votre porte, sonne à votre porte, dit tiens, j'ai du gel à vous vendre, que vous en pensez, puis il n'y a rien d'écrit dessus. Là, honnêtement, je ne m'y fierais pas non plus. Ouais. J'ai une question de Stéphanie Joyal. Elle dit l'Optime est en backorder. Il ne le trouve pas. Quel autre produit peut-on utiliser pour le pré-trempage, docteur? OK. La question, je vous explique le pré-trempage, à quoi il sert. C'est une procédure qui est temporaire. Le pré-trempage va servir à rendre les instruments sécuritaires avant de les mettre dans le bain ultrasonique. Parce que lorsque vous placez des instruments dans le bain ultrasonique, ce qui arrive, c'est que le bain ultrasonique, lui, va générer des aérosols. Même si vous avez le couvercle, il y a quand même des aérosols qui peuvent s'évader, potentiellement transporter le virus, probablement pas en quantité importante, mais disons potentiellement. Donc, notre idée, en fait, c'est de dire, on va prendre des instruments, puis on va s'arranger pour s'il y a du virus, encore une fois, s'il y a du virus. Là. Ne prenez pas pour acquis que tout ce qui va arriver est chargé de virus. Là. Ça ne sera pas le cas. Vous ne traiterez pas de patient COVID. Là. Okay? Vous ne le traiterez pas, donc ça n'arrivera pas, là. Ou rarement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tremper des instruments dans une solution désinfectante qui n'a pas besoin, là, on a maintenant adouci les choses parce que Santé Canada a publié toute une série de désinfectants là, efficaces contre la COVID. Avant, on se disait, oh, ça prend du peroxyde d'hydrogène. Donc, l'Optime 33, l'Optime CS, l'Optime 28, entre autres, étaient des produits, parce que c'est la compagnie Virox qui les fabrique, qui sont des produits à base de peroxyde d'hydrogène qui fonctionnent très bien. Sauf qu'ils sont coûteux, ils fonctionnent très bien, ils vont faire un excellent boulot, mais on peut maintenant dire, OK, on peut utiliser autre chose que du Optime 33. Si vous allez sur le site de Santé Canada et vous regardez la liste des désinfectants, là, elle est hyper longue, cette liste-là. Vous avez là-dedans à peu près tout. Il y a du Windex que vous allez retrouver là-dedans. Vous allez retrouver d'autres produits à base des ammoniums quaternaires. Donc, beaucoup de désinfectants, par exemple, qu'on utilise en milieu dentaire contiennent des ammoniums quaternaires, du chlorure de benzalconium, chlorure de cétylpéridinium, par exemple. Tout ce qui fait en ium, c'est des ammoniums quaternaires. Prenez un désinfectant, là, puis à peu près n'importe quel désinfectant va faire le boulot. Soit que vous faites un pré-trempage, c'est ce qu'on demande de faire un pré-trempage. 1 minute, c'est suffisant. Ce n'est pas nécessaire de le laisser 10 minutes. 1 minute, c'est suffisant pour inactiver le peu de virus qui pourrait se retrouver dessus. Il est possible aussi d'envisager de vaporiser le désinfectant sur les instruments, puis ensuite procéder à un essuyage. Le document du M3S demande un pré-trempage. Rappelez-vous encore une fois que c'est une mesure qui est temporaire, qui peut très bien tomber la semaine prochaine, dans 2 semaines ou dans 3 semaines. OK? Donc, ça, c'est un élément qui est à considérer. Excellent. Là, on va se rendre pour les produits, la succion et produits. J'ai une question de Kim Girard qu'elle dit, comme indiqué au protocole, nous devons faire boire nos suctions d'une solution désinfectante entre chaque patient. Cette recommandation était déjà en place avant même la pandémie actuelle. Afin d'être conforme au protocole, nous devons donc nous procurer le bon produit. Pouvons-nous utiliser autre chose que l'Orotol qui se dit désinfectant? Pour la même... Eux, ils utilisent PureVac en ce moment comme solution nettoyante, docteur. Ce que vous devez regarder, OK, bon, ce qui était avant la COVID, ce qui était la recommandation, c'était une désinfection quotidienne. Oui. Ensuite, on utilisait un produit qui était un produit enzymatique une fois par semaine. Ce qu'on demande maintenant, c'est de faire une désinfection entre les patients. Ça n'a pas besoin d'être l'Orotol, mais il faut que ce soit plus qu'une solution enzymatique. Parce que la solution enzymatique n'est pas désinfectante.
Alors là, encore une fois, vous y allez en fonction de ce qui est disponible en termes de désinfectant. Et vous regardez. Vous regardez. Est-ce que c'est enzymatique seulement? Ben, vous dites non, OK, donc ce n'est pas désinfectant. Vous dites OK, ben, on va regarder quelque chose qui est désinfectant. Théoriquement, l'eau de Javel va faire l'affaire. OK, c'est pas cher. Mais par contre, ce que vous devez vous assurer, c'est que comme l'eau de Javel est corrosive, il faut vous assurer que ça ne va pas endommager vos systèmes de succion. Si le manufacturier vous dit oui, c'est tolérable, par exemple une dilution d'une partie dans 5 parties d'eau, fine, allez-y avec l'eau de Javel. OK? Encore une fois, là, c'est une question de désinfection, mais de ne pas nécessairement se diriger vers les produits les plus coûteux. Vous avez un éventail de choix quand même important. Pour Karine Cyr, elle dit « Que pensez-vous des entonnoirs sur succion rapide pour limiter les aérosols lors du cavitron, docteur? » Là, je comprends que c'est des entonnoirs artisanaux. Ouais. Ouais. C'est ça. OK. Moi, là-dessus, j'ai aucun problème. Si la succion rapide le réduit sans entonnoir, même la succion rapide sans entonnoir va réduire les aérosols à la source d'à peu près 90 à 95 ce qui est déjà très bon. Si vous voulez dire, ben moi, je veux avoir quelque chose, une ouverture plus grande, vous pouvez mettre un entonnoir. Si ça n'interfère pas avec la succion, ça va tirer. L'important, c'est que ça tire. Mais dans le même sujet, j'ai Sophie Hassan qui dit « Certes, la succion rapide n'est pas obligatoire, mais selon ce qui est écrit dans le guide, son utilisation contribue à réduire les aérosols à raison de 95 à 99 selon les procédures dentaires. Oui. La succion rapide doit-elle avoir une ouverture de 8 mm afin de recueillir les aérosols générés ou n'importe quel dispositif rattaché à une succion rapide entre dans la notion de l'utilisation de la succion rapide, de la recommandation faite pour réduire les aérosols. Il n'y a pas d'indication comme quoi que ça prend le 8 mm en question. Il peut y avoir différents procédés, différents systèmes qui peuvent être adaptés sur une succion rapide qui vont faire le travail. De même, votre succion, elle tire normalement avec un débit qui est à peu près constant. Si c'est plus petit, ça va tirer plus fort. Si c'est plus grand, moins fort. Mais si vous mettez un entonnoir, ça va tout simplement capter plus large les aérosols. Okay? Donc, c'est sûr que ce n'est pas obligatoire, mais on s'est dit, le document du emploi, c'est fonctionne sur un principe, on va s'arranger pour réduire le plus possible la quantité de virus dans l'air. Rinçage buccal pré-procédure, utilisation de la digue lorsque c'est possible, utilisation de la succion rapide. Ensuite, vous avez l'IEPI, vous avez les systèmes EPA, vous avez les changeurs d'air. Là, honnêtement, là, vous avez 90 d'efficacité à peu près de tout ça. Il ne vous reste pas grand-chose. Ben c'est sécurisant, en tout cas. Ben, écoutez, moi, je me sens à l'aise avec ça. Je serais très à l'aise d'être dans cet environnement-là avec toutes ces procédures qui sont utilisées. Écoutez, là, il ne reste plus rien. Ben, je ne vous dis pas qu'il ne reste plus rien, mais je vous dis, il reste tellement, ce qui reste est tellement dilué. Et dilué, en plus, si vous n'avez pas de patient COVID, ça devient inexistant. Là. Mais c'est sûr que c'est le principe de précaution qui prévaut. Là. Exact. Là, on va se rendre à vraiment un sujet hyper important, puis tellement de questions, c'est les masques, docteur. Oui. J'ai beaucoup de personnes qui demandent pour quelles raisons la réutilisation des masques KN95 n'a-t-elle pas été documentée? La confusion règne dans les cabinets. 80% des cabinets utilisent les masques KN95 et les employeurs s'attendent et demande qu'il soit réutilisé de la même façon que le N95. Je vous explique pourquoi. Une raison relativement simple à comprendre. Le N95 est un masque qui demande un fit test. Pourquoi est-ce qu'il demande un fit test? C'est que le N95 est un masque rigide. OK? Alors, il est rigide, il est apposé sur le visage. Puis là, on doit s'assurer qu'en fonction de la forme du visage, que le N95 puisse avoir cette étanchéité autour. Comme le N95 est assez rigide, lorsque vous l'enlevez, il y a moins de risque de l'endommager parce qu'il ne va pas se plier. Okay? Alors, vous l'enlevez et lui, il peut être utilisé. Il a été bien documenté comme quoi il pouvait être réutilisé, mais
en le manipulant aussi avec soin pour ne pas l'endommager ou quoi que ce soit. Bon, évidemment, les N95 sont une rareté, moins qu'avant, mais encore une rareté relative. Il reste les KN95. Le problème avec les KN95, c'est que la majorité des KN95 qui sont vendus sont des masques qui sont flexibles, sont mollassons un peu, là. Donc, beaucoup de KN95 ne peuvent pas avoir un fit test. Pourquoi? Parce que le KN95 étant mou, on ne peut pas s'assurer avec un fit test qu'il va y avoir une étanchéité totale. Mais le KN95 étant mou, il peut quand même se mouler assez bien au niveau du visage. Le problème, pourquoi le KN95 n'est pas documenté au niveau de son pouvoir, sa capacité d'être réutilisé, premièrement parce qu'ils sont relativement nouveaux. Le FDA américain l'autorise. La Santé Canada l'autorise aussi, dans la situation, par exemple, où le N95 ne sera pas disponible. Mais le KN95 étant un masque relativement mou, lorsque vous allez le retirer, les risques de l'endommager augmentent. Parce qu'il est mou. Puis ensuite, il peut être plié. Lorsque vous allez ensuite le remettre, il ne va pas, peut-être pas s'ajuster aussi bien qu'il s'ajustait au début. Donc, ça, c'est une des raisons pour lesquelles le KN95 n'est pas documenté au niveau de sa réutilisation. Une question intéressante ici de Karine Cyr. Elle dit, est-ce qu'un masque niveau 3 avec un anneau moulé à notre visage par-dessus équivaut à un KN95, docteur? Du tout. Je vous explique. Le N95 et le KN95 sont équivalents en termes de pouvoir de filtration. Ils vont filtrer 95% des particules de 0,3 micromètres. Ce qui est beaucoup plus gros qu'un virus, mais ce n'est pas grave. Les virus ne sont jamais flottants tout seuls dans l'air, ils sont toujours associés à des particules. Donc, le KN95 et le N95 ont des fibres conçues de telle manière qu'ils vont être capables de filtrer de très petites particules et de très grosses particules aussi. Le masque de procédure n'a pas cette capacité de filtration-là. Autrement dit, il ne va pas filtrer avec la même efficacité les particules de 0,3 microns. Ils vont être capables de faire une certaine filtration, mais pas avec 95% d'efficacité. Même si vous mettez une espèce d'anneau là, pour dire, bien là, je veux m'assurer à ce moment-là d'avoir quelque chose qui assure l'étanchéité, vous n'aurez pas l'équivalent d'un N95 ou d'un N95. Et les anneaux encore, c'est artisanal. Là. Mais si vous mettez ça, vous modifiez votre masque de procédure de niveau 3 et on demande de ne pas faire de modifications qui risquent d'altérer le masque en question. OK. Là, on va maintenant aller vers un sujet des rince-bouche. Puis j'ai une question de Cynthia Wilcott. Elle dit, Docteur Barbeau, vous avez mentionné que le rince-bouche commercial contenant du peroxyde serait idéal par rapport au peroxyde 3% dilué. J'aimerais savoir pourquoi. Elle aimerait savoir pourquoi. Bon, le peroxyde que vous achetez dans les pharmacies est un peroxyde de 3%. Si vous le diluez, il va fonctionner, mais il ne fonctionnera pas très longtemps parce qu'il n'est pas stabilisé. C'est pour ça que le peroxyde d'hydrogène, d'habitude, il y a dans des bouteilles opaques ou brunes, parce que même à la lumière, il va se décomposer rapidement. Dans les rince-bouches, les manufacturiers ont résolu le problème. Le peroxyde d'hydrogène est stabilisé. Donc, vous n'avez pas besoin, vous ne mettez pas de peroxyde d'hydrogène à 3% en bouche, c'est inutilement élevé. Mais les manufacturiers, par exemple, qui vendent des rince-bouches à base de peroxyde d'hydrogène ou qui contiennent du peroxyde d'hydrogène à 1% ou 1,5% ou plus, le peroxyde d'hydrogène est déjà stabilisé. C'est la raison pour laquelle il faut le favoriser plutôt que d'essayer, encore une fois, de se faire une procédure maison avec un produit que vous achetez. Là, docteur, dans le même sujet, j'ai Chantal Moquet qui dit qu'elle travaille en orthodontie et elle dit que nous avons souvent des boîtiers décollés qui ne sont pas prévus à l'horaire. Comme il semble que le peroxyde réduit l'adhésion des composites, avez-vous un produit en substitution à suggérer que nous pourrions utiliser pour chaque patient au cas où il y aurait des boîtiers décollés? Bon, très bonne question. Rappelons-nous que le peroxyde d'hydrogène, dans les procédures, les rince-bouches pré-procédures, émanent d'une publication qui a été faite il y a un bon bout de temps de ça. Il disait, bon, le peroxyde d'hydrogène est supérieur à la chlorhexidine, supérieur à ci, supérieur à ça. Possible, mais c'est une publication. Moi, ce que je peux vous dire, c'est la raison pour laquelle le M3S n'a pas mis le peroxyde d'hydrogène dans les rince-bouches pré-procédure. Ce que je vous dis, c'est chlorhexidine
ou rince-bouche avec des ammoniums quaternaires, vous avez un rince-bouche antimicrobien, ça va marcher. Déjà, avec les enfants, par exemple, supposons les enfants vous disent je ne veux pas utiliser des rince-bouche pour une raison ou une autre, uniquement le fait de se rincer la bouche avec de l'eau réduit d'à peu près 90% la concentration des bactéries dans la salive. Donc, le peroxyde d'hydrogène n'est pas la seule option. Excellent. D'accord, docteur. Là, on va parler maintenant de l'immunité collective. Oui. Vous savez, les autorités ont demandé le confinement pendant plusieurs semaines. Maintenant, avec le déconfinement, tous les secteurs d'activité reprennent du service. Les gens recommencent à faire leurs activités préférées. Est-ce qu'une immunité collective est possible, docteur Barbeau? Ben, l'immunité collective est non seulement possible, mais va arriver. Ça va dépendre dans combien de temps. Évidemment qu'avec toute la procédure de confinement, on a retardé l'immunité collective. Si on avait dit, OK, on laisse aller toute la pandémie, on n'a pas besoin de masque, pas de distanciation, on y va allègrement, on s'échange le virus, l'immunité collective aurait pu être atteinte peut-être pour maintenant, mais par exemple en septembre ou quelque chose du genre. On ne pouvait pas se permettre ça. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'on a dit on va aplatir la courbe, la fameuse courbe Dr. Arruda qu'on a aplatie. Là. Alors, mais sauf qu'en aplatissant, évidemment, la courbe va s'évaser comme ça, l'immunité collective va être atteinte. Et supposons qu'il n'y a pas de vaccin, là. Ben avec ça, l'immunité collective, ça peut peut-être prendre un an avant qu'elle soit atteinte, c'est-à-dire avant d'atteindre, par exemple, le 60 70 de l'immunité collective. Ce qui peut être un problème. C'est pour ça qu'on va espérer éventuellement que le vaccin va arriver, mais on ne peut pas miser uniquement sur l'immunité collective. Parce que pour qu'une immunité collective fonctionne, ça fonctionne avec le fameux R0, de propagation du virus. Ça demande qu'à peu près 70 des gens aient été en contact avec le virus. Et là, on introduit le degré de difficulté, combien de temps est-ce que l'immunité va durer. Puis là, il y a des publications qui disent ça peut durer un an. D'autres publications disent ça dure 6 semaines. On n'est pas encore d'indication là-dessus. Donc, on ne peut pas se fier uniquement sur l'immunité collective. C'est la raison pour laquelle le vaccin est une avenue là, sur laquelle à peu près tout le monde à l'international travaille. Mais j'ai un mythe à vous lancer, docteur. Puis avant que je pose cette question-là, j'aimerais juste vous dire qu'on est plus que 700 personnes. Puis je leur demande vraiment de partager cette rencontre parce que, docteur, il nous donne vraiment des outils très intéressants à partager avec les collègues et les amis. Merci beaucoup, docteur. Là, la question pour le mythe que j'ai, une personne guérie du coronavirus demeurera immunisée parce qu'elle a développé les anticorps? Mais ce n'est pas un mythe. La personne qui va avoir été en contact avec le coronavirus et qui va développer la COVID et qui guérit, en théorie et en pratique, développe des anticorps. C'est clair. Les études à travers le monde l'indiquent, une personne développe effectivement des anticorps. Les anticorps sont neutralisants, donc ça fonctionne. Le problème est de savoir combien de temps ça va durer. Prenez l'exemple. Si vous faites vacciner contre l'hépatite B, c'est une protection à vie. C'est-à-dire que vous avez des anticorps, puis ça fonctionne à vie. Vous avez fait vacciner contre, par exemple, le tétanos, ben, c'est 3 ans, par exemple. Pourquoi? Parce qu'en fonction des virus, en fonction de la façon dont ils vont évoluer, les mutations et tout ça, ben, on peut se retrouver avec une immunité qui va être moins durable. Les coronavirus, ce n'est pas le seul, il y a plusieurs coronavirus qui circulent, permettent une immunité qui, jusqu'à maintenant, se situerait entre quelques mois et peut-être 2 ans. Il est encore trop tôt pour déterminer pour le coronavirus combien de temps ça dure, mais ce n'est pas un mythe. Les personnes vont guérir, elles vont développer des anticorps, c'est de savoir combien de temps ça va durer. Exact. Puis là, l'espoir d'un vaccin, docteur, est-ce que nous pouvons nous attendre à un vaccin efficace contre la COVID-19? Ben, j'espère bien. Écoutez, j'ai de très grands espoirs qu'avec tout ce qui se passe, tous les chercheurs de qualité qui travaillent là-dessus à travers le monde, c'est sûr qu'on va avoir un vaccin. C'est sûr qu'éventuellement, il va être fonctionnel. Combien de temps ça va prendre? Ça, c'est une autre histoire. On
On peut espérer, là, les choses, d'après ce que je peux voir à travers le monde, il y a des vaccins qui sont déjà à l'étude clinique. On peut avoir un espoir qu'un vaccin soit disponible avant la fin de 2020, ce qui serait idéal, mais ça va demander des tests sur une plus large population pour regarder si effectivement ça fonctionne et combien de temps ça dure. Si on fait un vaccin qui assure par exemple, une immunité qui dure seulement 6 semaines, c'est pas très bon, là. Ce que les chercheurs vont tenter de faire, c'est d'avoir un vaccin qui va au moins atteindre celui de la grippe, c'est-à-dire une immunité, par exemple, d'1 an. Puis à ce moment-là, chaque année, on se referait vacciner un peu comme la grippe. Mais je dirais que les espoirs sont excellents, là. Je pense que le mythe là-dessus serait de dire non, il n'y en aura jamais de vaccin, le virus mute trop rapidement. Ça, c'est un mythe. C'est un mythe aussi de dire qu'on va avoir un vaccin en septembre. C'est garanti que ça n'arrivera pas en septembre. Mais je vous dirais, décembre, peut-être. Début 2021, c'est un horizon qui m'apparaît optimiste. En tout cas, j'ai un mythe ici, par exemple, qui dit « Une nouvelle souche du virus de la COVID-19 est apparue, plus contagieuse encore que la souche originale de Wuhan. » Cela soulève la question, est-ce que nous devons-nous attendre à une deuxième vague encore plus virulente que celle que nous avons vécue, docteur? Ça, c'est deux questions séparées. Le virus, les coronavirus sont reconnus pour être des virus qui mutent, qui ont un taux de mutation important. Il ne faut pas s'en inquiéter parce que ça ne veut pas dire que parce qu'il y a des mutations que le virus va devenir plus virulent ou plus transmissible. C'est faux. Le virus, il n'y a pas une nouvelle souche de virus qui est maintenant plus virulente ou plus transmissible. C'est vrai qu'on a une deuxième souche qui est une souche qui est prévalente en Amérique du Nord, mais ce qui est parfaitement normal. Il n'y a rien d'anormal là-dedans. Ce n'est pas qu'on a une souche qui est devenue subitement terrible. C'est qu'une souche qui va éventuellement muter va s'établir, par exemple, sur un continent, puis c'est elle qui va devenir prévalente. C'est normal, là. La souche Amérique du Nord qui prévaut n'est pas celle de Wuhan. Ce n'est pas la même. Mais il n'y a rien qui indique que cette souche-là est plus virulente. Absolument pas. Le taux de mortalité n'est pas plus élevé. Le taux de propagation, c'est-à-dire le R0, n'est pas plus élevé non plus. Donc, non, il n'y a pas rien qui indique que c'est un virus qui est plus virulent. La question de la deuxième vague, ça, on ne sait pas. Avec toutes les manifestations qu'il y a eu un peu, je dirais que Montréal, s'il y a une deuxième vague, à mon avis, elle va probablement partir à Montréal. Et s'il n'y a pas eu de deuxième vague, s'il n'y a pas eu une réaugmentation du nombre de cas dans 2 ou 3 semaines, je doute qu'il y ait une deuxième vague à la fin de l'été, mais on ne peut pas prédire grand-chose au niveau de l'automne. Parce que là, les gens vont recommencer à se serrer les uns les autres, on va entrer plus dans des milieux clos, on verra ce qui arrivera. Mais la deuxième vague n'est pas une certitude, il faut bien comprendre, ce n'est pas une certitude. Il y a des gens qui disent oui, c'est sûr que ça va arriver. C'est probable, mais ce n'est pas une certitude non plus. On est rendu à la fin, docteur Barbeau. Déjà? Je veux juste exprimer ma chaleureux remerciement d'avoir répondu présent à mon invitation. Vous avez aidé à comprendre et vous nous avez éclairci avec des données scientifiques, des points importants qui touchent nos pratiques quotidiennes pour exercer notre profession en toute sécurité. Je veux sincèrement vous dire merci. Merci pour tout le travail colossal que vous avez accompli et votre engagement depuis le début de cette crise sanitaire. Je sais que vous êtes en pleine préparation d'une autre conférence sur la COVID. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus? Je suis en train de la préparer. Elle devrait, l'Université de Montréal qui va distribuer le cours de formation continue l'espère, cette formation-là pour mardi. J'espère que je vais réussir à être moi-même au rendez-vous pour mardi prochain. Ça va être un cours de formation continue d'à peu près 3 heures où on va passer à travers tout le document du 1.3S, à travers plusieurs éléments dont on a discuté aujourd'hui et qui, j'espère, devrait être disponible à la fin de la semaine prochaine. Mais je vous tiendrai au courant pour vous dire quel est le niveau d'avancement de mon processus. Excellent. Et si vous voulez
approfondir vos connaissances, chers auditeurs, je vous invite à suivre le groupe Facebook de Dr Barbeau qui se nomme Contrôle des infections en médecine dentaire. Je sais que Dr Barbeau est très actif sur cette page et il répond à toutes les questions de ses abonnés. Avez-vous un dernier mot à dire à tous nos auditeurs, là? Vous avez 700 personnes, docteur, qui vous écoutent. J'ai un grand regret. Ah oui? C'est de ne pas être capable de vous voir tous et toutes. Ce qui n'est jamais pareil. Évidemment, quand j'ai les gens devant moi, c'est toujours plus agréable. Donc, mon regret, c'est de ne pas être capable de vous voir, mais au moins, je vous parle. J'espère que ce que je vous ai donné a été utile. Je vous souhaite un grand courage pour la suite des choses. D'après ce que je peux voir, les choses vont relativement bien. Gardez le courage. Soyez sûr que le document et ce qui est proposé comme directive met votre sécurité et celle de vos patients en première ligne. Donc, il n'y a jamais de crainte là-dessus. On n'a fait aucun compromis. Alors, je vais vous souhaiter une bonne chance à tout le monde. Merci beaucoup, Dr Barbeau. Vous savez qu'on ne les voit pas, mais moi, je ressens vraiment leur énergie, là. Je voudrais juste leur dire merci beaucoup. Puis moi, je leur donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi 18 juin à 19h, alors avec une rencontre de Mme Diane Duval, notre présidente de l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec. Il me reste à vous dire merci, chers participants. Vous étiez actifs à remplir le sondage pour les questions à l'avance. Merci beaucoup de tous les commentaires, les bons commentaires. J'espère que ce live était très intéressant et utile pour vous et pour votre pratique. Merci et bonne soirée. Bonne soirée tout le monde.